Première strate. Les jours qui suivirent constituèrent l'épreuve la plus difficile de mon existence. On me répétait souvent que, pour trouver l'introuvable, il fallait s'éloigner des rivages familiers et se perdre dans un océan hostile. Pourtant, sur ces rivages, il y avait une partie de mon âme, bien trop lourde pour être entièrement emportée sur le navire. L'âme survivante sur le navire se mit à naviguer des mers torrentueuses, constamment en train de lutter contre le déchaînement des éléments. Son cap est la plage de la postiche ultime. Mes journées étaient principalement passées en tant que sujet test des chercheurs anarchistes, sous l'œil observateur de Donald. Ils constituèrent d'abord un profil adéquat à ma personne. Ils me scindèrent en deux, mon être d'un côté et mon identité sociale de l'autre. Qu'y a-t-il donc de plus impersonnel qu'une pièce d'identité ? Pendant des heures et des heures, j'ai dû la fixer projetée sur le mur, alors qu'il passait des brouillages de pistes de mon nom et prénom répétés en boucle par plusieurs voix autoritaires. Celle de mon professeur d'école, de mes convocations à divers procédés administratifs, de mon père lorsqu'il me réprimandait. Cette identité était déjà naturellement douloureuse à mes oreilles. Mais au bout d'un certain temps, enfermée dans cette salle, avec les capteurs accrochés à ma masse crânienne, elle s'éloignait à tel point que je ne pouvais même plus la prononcer, ses sonorités semblables à un dialecte étranger. « Prononce ton nom dans le micro », me disait-on ensuite, et je bégayais pendant une dizaine de minutes avant d'y parvenir, devant les yeux écarquillés de Donald postiché dans le canapé en face, en train de fumer un bose et le faire tourner parmi les chercheurs. Et enfin j'y arrivais. Je purgeais ce nom comme si c'était la bile de mon estomac. La dernière syllabe implosait toujours dans un cri de pleurs paniqués. Je sortais de la pièce lorsqu'il l'écoutait. Sois fier, putain! Ton nom fera partie de la musique de l'apocalypse! La voix puissante de Donald à l'intérieur de la pièce. Cette pensée me procurait un plaisir gastrique. Lorsque je lui dis plus tard, il s'empressa de sortir un microphone et de me le coller contre le ventre, de murmurer la même phrase plaisante dans l'oreille. Aucun son captable par l'oreille humaine n'émanait de mon estomac, mais sur l'écran des vibrations se dessinaient, dansantes comme de petites fées nordiques. On m'explique que, comme disait Allen Wyatt, paix à son âme, ce véritable bavon, que le langage de notre société nous force à nous exprimer d'une manière faussée. Notre manière de nous exprimer est à l'image des schémas de la machine sociale qui sépare notre conscience du reste de l'organisme. À l'exemple de celui qui dira qu'il a mal, alors qu'en cet instant, il est douleur. On ne voit pas que cet égo régulateur de nos actions est une convention sociale, comme l'heure sur notre montre, distinct de ce qui est réellement. Ceci car la volonté de la conscience, qui va à l'encontre de la spontanéité et de l'instinct, est une intériorisation de l'écho intérieur des nécessités sociales de l'individu. Ces dernières sont couplées avec l'image du rôle ou de l'identité intégrée par ses parents, de ses professeurs, de ses premiers collègues. C'est un soi imaginaire, socialement construit. Cette illusion va à l'encontre de l'organisme, le soi qui est biologique. Ainsi, l'enfant apprend à se contrôler et à se conformer aux critères de la vie sociale. Une séparation, constante séparation entre soi et le monde. On pose un masque avec un sourire appelé dedans. De longs couloirs tapissés de tapis orientaux. Les capteurs toujours collés au crâne, on me faisait écouter de la musique et des sons dans une salle noire, remplie de caissons de sons de tous les côtés. Elle était disposée de la sorte que le son m'atteigne toujours de manière omnisciente. L'écoute constituait une activité essentiellement physique, par cette pureté des vibrations sonores, me saisissant immédiatement dans tout mon être. Des rires, en commençant par un rire d'enfant, puis se métamorphosant en un son de plus en plus grave et âgé, mais éternellement juvénile. Finalement, le son qui me transperce est celui d'un vieil homme qui rigole, et son rire est fondu en une nouvelle fois en celui de l'enfant. Ceci en boucle pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que je me retrouve sous l'emprise d'une épiphanie divine. L'âge n'existe pas, il n'y a que les vieillissements du corps physique. Puis une explosion
confusion mentale, avec les organes luisants de mon cerveau éparpillés partout sur le sol. Je ne possède plus d'âge. Lorsque je ressentais, les chercheurs me fixaient avec leurs yeux rouges et un sourire béat sur le visage. L'écran représentatif de votre état cérébral est devenu tout blanc, me dit une personne. Vous avez eu une première épiphanie. Donald, toujours présent. C'est parce que les rires étaient authentiques. Un très long travail de samplage de ma part. Chaque son que tu écoutes entre les murs de cette maison est ce qu'on appelle radicalement pur. Il provient d'émotions réelles. Aucun artifice. Ou alors ça ne marche pas. Étrange, n'est-ce pas, d'être à nouveau en contact avec de véritables émotions humaines, après une vie de propagande au sourire forcé et au rire mécanique à la télévision et au travail. Une telle concentration en plus, du concentré pur, du rire irrationnel de la part de Donald. Une créature mystique tout droit sortie de l'eau opaque s'élance dans le vide et tombe. Sur son chemin, il laisse derrière elle des traînées de sang sur le ciel bleu, plonge à nouveau à l'intérieur et tourne sur soi-même, jusqu'à provoquer un maelstrom qui fera rugir l'océan.